Les équipes voyaient que ça allait très mal se produire, la suite des événements au Rwanda, aussi parce que, au présent, elles étaient face à des journées d'émeutes, de villes mortes, qui avaient pour but, de la part des manifestants, d'empêcher que les accords d'Arusha, les accords de paix, signés au mois d'août 1993, soient mis en œuvre. Donc elles avaient déjà une expérience directe de la violence et elles savaient que les deux parties allaient vers un affrontement généralisé, donc il fallait s'y préparer. S'y préparer à quoi? Se préparer à recevoir un grand nombre de blessés, mais personne n'avait imaginé qu'en quelques semaines, quelques mois, presque tous les Tutsis du Rwanda allaient disparaître dans ce processus. Là, personne n'avait jamais formulé une telle perspective. La première personne à évoquer la possibilité d'un génocide, c'est notre collègue qui se trouve à Goma, Rachel, qui reçoit des Rwandais Tutsis qui fuient le génocide dans les premiers jours de la mi-avril. Après, il y a une autre expérience forte, c'est celle de l'hôpital universitaire de Butare, où on a une équipe à la fois internationale et à la fois nationale, et puis on a plus d'une centaine de patients là dont on s'occupe, des blessés hospitalisés. Et à la fin du mois d'avril, les autorités de Butare n'étant pas très enthousiastes pour le génocide, elles sont liquidées et sont remplacées par des extrémistes qui descendent de Kigali, qui relancent la dynamique génocidaire à Butare. Et là, notre équipe de Butare, elle est prise dans ces événements. Elle perd tout son personnel national Tutsi, là, qui est exécuté. Dans l'idéal des tueurs, il n'y a aucun blessé à prendre en charge, parce que tout le monde doit mourir. Donc là, il y a les premières déclarations publiques par des dirigeants importants de MSF caractérisant l'événement comme un génocide et réclamant que quelqu'un dans la communauté internationale, avec des guillemets, s'y oppose par la force. En 1994, il y a le génocide, il y a les événements dont on vient de parler. Et puis en 96-97, les fameux camps installés au Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo, sont attaqués à partir du Rwanda par l'armée patriotique rwandaise et de l'intérieur du territoire congolais par la rébellion congolaise dirigée par Laurent Désiré Kabila. Et là, il y a des centaines de milliers de réfugiés rwandais qui vivent dans des camps, qui sont attaqués, les camps sont détruits, ils sont pourchassés jusqu'à la frontière du Congo au Brazzaville. Il y en a une partie qui rentre au Rwanda en urgence, qui se rapatrie d'urgence au Rwanda. Et là, il y a des immenses massacres de réfugiés hutus rwandais, soit à l'intérieur du Zaïre, soit de retour à l'intérieur du pays au Rwanda, dont sont témoins également les équipes MSF. Donc la date de 97, c'est la dernière année où les principales victimes des conflits de la région sont rwandaises. Après, ça devient une histoire congolaise. Cette histoire a eu un énorme impact sur le système de l'aide et donc Médecins sans frontières. Quand je dis que les organisations médico-humanitaires n'étaient pas très équipées techniquement à cette époque-là pour faire face à des phénomènes morbides aussi fréquents que puissants, ça veut dire qu'en réaction, il y a eu développement de tout un appareil technique nouveau, quoi. Il y a eu aussi adoption d'un code de conduite au sens politique issu de la Croix-Rouge, du mouvement Croix-Rouge, qui s'est répandu à l'ensemble des organismes d'aide et des ONG qui travaillaient dans ces situations de conflit.